Et il faut savoir également que ces derniers mots, sur la potence, sourire aux lèvres, vont être « Je quitte, sans regret, ce pays ». Notre John naît le 24 juillet 1909 à Stamford en Angleterre. Et dès les débuts, je vous le dis tout de suite, ça commençait très mal puisque à l'époque, sa mère faisait partie d'une secte extrêmement croyante qui refusait à ses croyants tout loisir. Donc autant vous dire qu'il y avait aucun fun dans la baraque. Vous imaginez bien que du coup John est rapidement devenu un garçon renfermé, peu sociable, ayant peur d'un peu tout, il avait pas beaucoup d'amis et l'école c'était pas du tout son fort. Rapidement, à l'âge de 17 ans et sans diplôme, John quitte l'école dans le but de faire des petits boulots. À l'âge de 25 ans, il vit à Londres. Il épouse Béatrice, ancienne mannequin qui est devenue serveuse. Mais à cette époque, John avait déjà commencé à faire quelques bêtises. C'est-à-dire qu'il mettait en vente des voitures imaginaires dans les journaux, des voitures qui ne lui appartenaient pas, voilà, qu'on lui avait prêté ou qu'il avait loué. Il se faisait passer pour le propriétaire de ces voitures et puis voilà, des gens venaient lui acheter cette voiture qui ne lui appartenait pas. Il lui est donc très rapidement arrivé des problèmes et un jour, les policiers de l'époque lui ont tendu un piège. John prend alors 15 mois de prison et malheureusement pour lui, à cette époque, Béatrice le quitte. Bon alors, après 15 mois de prison, on pourrait se dire que John a compris la leçon, il va refaire des petits boulots et il va enfin se ranger dans la vraie vie. Pas du tout, John monte une entreprise et continue ses arnaques. Le mec est têtu. Mais tout débute réellement en 1944 lorsque John a un petit accident de voiture sans gravité. Mais lors de cet accident, il y a un peu de sang qui lui coule dans la bouche. Et John se rend compte qu'il aime bien le goût. Il aime bien le goût du sang dans sa bouche. Et du coup pour lui, ça lui fait tilt. Il se dit « Mais c'est normal !» Mais je suis un vampire en fait. Et John, à ce moment-là, se prend alors pour un vampire. La même année, en 1944, dans un bar, John engage la discussion avec William McSwan, l'un de ses anciens patrons. Il lui explique qu'il a changé, que ce n'est plus un voleur, et qu'il tient maintenant un petit atelier à l'arrière, dans la cour de la petite maison qu'il loue. Il dit à William, pour l'attirer dans cet atelier, qu'il fabrique des objets révolutionnaires. Voilà, il crée des petites inventions. Finalement, après plusieurs jours de discussion au même endroit, William accepte de suivre John dans son petit atelier pour qu'il lui montre ses fameuses inventions. Malheureusement, à peine est-il entré dans l'atelier, à l'abri de tout regard, que John lui met alors un coup fatal à la tête. Puisqu'il a une envie, il a soif. En gros, John va littéralement prendre une paille et se servir dans William. Ensuite, pour se débarrasser de William, il va tout simplement le mettre dans un fût d'acide pendant plusieurs jours et le jeter dans les égouts. Mais vous imaginez bien que John n'a pas fait ça juste parce qu'il avait soif, il y a quand même un but derrière. En effet, pendant leur discussion, William s'est vanté auprès de John que il était propriétaire de plusieurs appartements et que tous les mois, il avait des loyers versés sur son compte. John va alors écrire aux parents de William en se faisant passer pour William, en leur disant « Bonjour papa et maman, je suis parti en Écosse, en attendant que je revienne, verser les loyers qui arrivent sur mon compte, sur le compte de mon ami John Egg. » Mais en fait, le problème c'est que William s'était un peu trop vanté. Effectivement, dans sa famille, des gens étaient propriétaires d'appartements, mais lui ne l'était pas. En gros, c'était ses parents les propriétaires de l'appartement. Donc, en recevant cette lettre, ses parents vont pas trop comprendre, ils vont renvoyer une lettre et puis en voyant la réponse, John va comprendre que, il a fait tout ça pour rien, et que maintenant, il est obligé d'éliminer le père et la mère. Il va alors se rapprocher du père de William qui s'appelle Donald, en lui parlant, en lui donnant rendez-vous et en lui disant que son fils avait peut-être disparu, qu'il s'inquiétait de ne plus le voir et de ne plus avoir de nouvelles depuis son départ en Écosse. Donald, le père de William, va tomber également dans le panneau et va finir par atterrir lui aussi dans l'atelier de John. Même scénario, le coup, la paille
les égouts. Sauf que, vu que Donald McSwan, le père, n'était plus, il avait officiellement disparu, voilà, les gens commençaient un peu à le chercher et à s'inquiéter, ça faisait plusieurs jours qu'il avait disparu, et bien, du coup, les loyers versés sur le compte revenaient alors à sa femme. John contacta alors la femme de Donald en lui disant « écoutez, votre mari a disparu, c'est bizarre, moi personnellement, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à mon atelier, il était venu me rendre visite, venez, peut-être qu'il a laissé quelque chose, peut-être que vous pourrez trouver quelque chose. » Vous imaginez bien que la femme, totalement paniquée, elle a plus de nouvelles de son fils, elle a plus de nouvelles de son mari, elle fonce chez John dans son atelier. Et elle fut, malheureusement, également éliminée. En seulement quelques semaines, faut vraiment se rendre compte, John avait donc déjà fait 3 victimes innocentes qui ne lui avaient absolument rien fait. Il écrivit alors une lettre, voilà, à la banque de Donald McSwan, en se faisant passer pour Donald, qui disait donc dans la lettre « Bonjour, nous sommes partis en voyage, en attendant qu'on revienne, donnez tout à mon ami de confiance, John Egg. » Et là, c'est le pactole. En septembre 1947, John se lia d'amitié avec le docteur Anderson et sa femme Rosalie, un couple sans histoire qui avait mis en vente depuis peu leurs immeubles. John, pour les rencontrer, avait donc à l'époque fait une offre pour racheter l'immeuble. Il s'était montré sympathique et avait engagé une discussion avec le couple qui partait d'ici quelques jours en week-end à l'autre bout de la ville. Et quelle coïncidence, puisqu'il partait à l'autre bout de la ville, à Londres, pile poil à l'endroit où John avait son entrepôt. Il invita le docteur à venir voir ce qu'il y faisait, voilà ses petites inventions, ses petits trucs, etc. Et le docteur accepta. Et quelques heures plus tard, le docteur était donc en train de nager dans un fût d'acide. Une fois son crime accompli, John partit alors voir Rosalie et il lui dit Rosalie, venez vite, le docteur a fait un malaise dans mon entrepôt, venez voir ce qu'il se passe, moi je sais pas quoi faire. » Bien évidemment, Rosalie accourut dans le petit entrepôt, elle se prit un coup, John se réhydrata et elle finit également dans un baril. Cette fois-ci, John vola alors la montre en or et les diamants de Rosalie et il envoya une lettre disant que voilà, il devenait le nouveau gestionnaire des biens du couple puisqu'ils étaient partis en voyage. La dernière victime va être Olive qui a 69 ans et qui, en février 1949, séjourne par malheur à Londres et dans le même hôtel que John a loué pour se payer des petites vacances. Il va alors la repérer, l'accoster et faire ami-ami avec elle en lui disant que dans son entrepôt, il fabrique des produits cosmétiques et qu'il serait très content de lui montrer ses produits pour avoir son avis de femme. Olive, quant à elle, va se faire complètement voler. John va prendre ses bijoux, son sac, son manteau de fourrure et même son dentier dans le but de revendre tout ça. Mais le problème, c'est que après avoir commis son crime, John va retourner à l'hôtel et il va croiser une amie de Rosalie qui va lui dire « Bonjour monsieur, je vous ai vu avec mon amie Olive, vous l'avez pas vue, ça fait plusieurs heures que je la trouve plus et je sais pas où elle peut être, ça m'inquiète un peu. » Et John va alors lui proposer de l'emmener au commissariat pour, peut-être commencer à lancer des recherches. Sauf que vous imaginez bien que l'ami d'Olive, dans sa déposition, va leur dire « écoutez, moi la dernière fois que j'ai vu mon ami, c'est avec l'homme qui m'a conduit ici, il s'appelle John, mais il me dit que il est reparti de son entrepôt et puis c'est tout. » À ce moment-là, c'était une femme qui était chargée de l'enquête et je le précise puisque à cette époque, c'était assez rare. Et c'est elle qui va avoir le flair. Elle va avoir l'impression que John est un faux gentil. Il est là, il sourit, il est aimable, il est très gentil, mais la policière sent qu'il y a quelque chose. Elle se décide alors à fouiller dans son passé. Elle épluche les dossiers, etc. jusqu'à retrouver son nom et elle se rend compte que John a déjà fait de la prison pour escroquerie. C'est bizarre qu'on le retrouve exactement là, au moment où quelqu'un disparaît, vous voyez. Le 26 février 1949, les enquêteurs débarquent chez John et entrent alors dans son entrepôt. Ils découvrent un minuscule bâtiment qui n'est pas du tout aménagé. Et là, vous imaginez bien que c'est le bingo. À l'intérieur, ils y trouvent des objets appartenant au docteur Anderson, des barils remplis d'acide et d'eau. Ils retrouvent également le dentier d'Olive. John est arrêté immédiatement. Et voulant garder le contrôle en bon psychopathe, il va
tout avoué. On soupçonne donc John à l'époque d'avoir commis beaucoup plus de crimes que ceux que je vous ai comptés aujourd'hui, puisque on a retrouvé vraiment beaucoup d'objets appartenant à d'autres personnes. Pendant son procès, John décida de se défendre tout seul et il se mit alors à lire des livres de droit. Il décida de plaider la folie, mais il fut jugé en tant que personne saine d'esprit. Lors des débats, John n'en avait rien à faire. Les avocats parlaient, les gens le huaient, il s'en foutait complètement et il faisait sur sa table des mots croisés. John sera alors condamné à la peine capitale et pour rester dans l'histoire, avant sa condamnation, avant la fin, il va faire mouler son visage et il va également donner ses vêtements au musée de cire Madame Tussaud. Il faut savoir également que ses derniers mots sur la potence, sourire aux lèvres, vont être « Je quitte sans regret ce pays ». C'est ainsi que se termine la vie de John, l'homme au bain d'acide.